Venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Je vais vous raconter une histoire pas banale. J'allais vous le demander. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Modeste, donc vraiment intelligent. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de fignons! Il était une fois, le droit, sa vie, son œuvre, 1984, de George Orwell. Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. Ceci est notre terre. Une terre de paix et d'abondance. Une terre d'harmonie et d'espoir. Ceci, c'est notre terre. L'Océanie. Et ceux-ci sont notre peuple. Les travailleurs, les lutteurs, les bâtisseurs. Ceux-ci sont notre peuple. Le crime de penser ne donne pas la mort. Le crime de penser est la mort. Bienvenue dans cet épisode Il était une fois le droit, sa vie, son œuvre. Aujourd'hui, cap sur une œuvre fondatrice de la littérature dystopique, 1984, de George Orwell. Et si la loi ne protégeait plus les libertés, mais servait à les broyer, si le droit ne disait plus ce qui est juste, mais ce que le pouvoir exige. Orwell, dans son roman paru en 1949, imagine un monde totalitaire dans lequel la règle de droit est dissoute dans la propagande. Un monde terriblement proche du nôtre à certains égards, un monde où l'on préfère parfois la sécurité à la vérité, la tranquillité à la liberté. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, écrivain et journaliste britannique, est né en 1903 et il meurt en 1950, un an après avoir publié 1984, roman de lequel il synthétise toutes ses angoisses politiques. L'ouvrage est devenu un mythe moderne, aussi connu aujourd'hui que Le meilleur des mondes d'Huxley. Dans 1984, le monde est divisé en 3 blocs, l'Eurasia, l'Estasia et l'Océania. Nous suivons Winston Smith, modeste fonctionnaire du parti en Océania, dont le travail consiste à falsifier les archives du passé pour les adapter au discours officiel du pouvoir. Le parti ne dit pas la vérité, il décide ce qu'est la vérité. Et tout le monde doit s'y plier. Big Brother vous surveille, le passé est effacé, le langage est modifié, la pensée est contrôlée, l'amour est interdit. Mais Winston doute, il pense, il tombe amoureux. Et ce simple fait, penser librement, aimer une femme, fera de lui un criminel. Arrêté, torturé, humilié, il finira par tout renier, jusqu'à aimer Big Brother. Le roman se clôt sur cette abdication ultime, celle de l'esprit. Il n'y a pas de constitution, pas de code civil, pas de principe d'égalité. Et pourtant, 1984 est un livre profondément juridique. Car Orwell nous montre un droit retourné contre lui-même. Il n'est plus l'instrument de la liberté, il devient celui de l'oppression. Ce qui caractérisait la société de l'Océania, c'est l'incertitude absolue de la loi. La règle n'existe que pour être violée puis redéfinie. Là, le passé est réécrit. Le crime est défini a posteriori. Le procès n'est plus un lieu d'arbitrage, c'est un outil de rééducation. Winston ne sait même pas de quoi il est accusé, et pourtant, il est coupable. Dans notre monde, les lois sont censées prévenir l'arbitraire. Mais que se passe-t-il quand la loi change tous les mois, quand l'état d'urgence devient un état permanent, quand la règle est si floue qu'elle autorise tout, sauf la contestation? Eh bien, dans 1984, le pire des crimes n'est pas un acte, c'est une idée. Penser autrement que le parti, c'est trahir. Rêver, réfléchir, aimer, c'est comploter. Le crime de penser est la mort. Ce que décrit Orwell,
c'est un droit sans délit, un procès sans défense, une justice sans vérité. Et à bien y regarder, ce n'est pas seulement un cauchemar théorique. Dans plusieurs pays, le simple fait de publier un message, de partager une opinion, de refuser la parole officielle, peut même mener en prison. Même dans nos démocraties, certains débats récurrents sur le délit d'opinion, la censure préventive ou les lois sécuritaires invitent à la vigilance. Orwell ne décrit pas une dictature historique, il décrit une logique. Celle d'un pouvoir qui ne se contente pas de contraindre les corps, il veut contrôler les âmes. Le parti invente une nouvelle langue, la novlangue. Son but, réduire le champ de la pensée. Et cela passe aussi par les mots du droit. Le but de la novlangue était de rendre toute autre pensée impossible. Des mots disparaissent, d'autres sont inversés. Le ministère de la vérité ment et le ministère de la paix organise la guerre. Le ministère de l'amour torture. Et dans ce monde, des mots comme liberté, justice, droit, preuve n'ont plus de sens. Ils sont interdits et remplacés par des sigles opaques. Ça ne vous rappelle rien? Aujourd'hui, on ne dit plus fichage, mais traçabilité. Plus surveillance, mais sécurité connectée. Plus restriction de liberté, mais mesures préventives. Le langage du droit est en péril quand le mot liberté désigne une norme administrative et démocratie une procédure automatique. Alors, ce comité de novlangue? Il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au pensée directe, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. Excusez-moi de vous déranger, mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise en net. Je partage entièrement votre point de vue. Absolument. Winston travaille au ministère de la Vérité. Sa mission, réécrire les journaux, les discours, les rapports. Quand le parti change d'ennemi, il faut que tous les documents disent que l'ennemi a toujours été le même. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Ce qui vaut pour la mémoire collective vaut aussi pour la mémoire juridique. Si le passé est falsifié, il n'y a plus de précédent, plus de jurisprudence, plus d'héritage de la règle. Un droit sans mémoire est un droit sans recours, un droit où on ne peut plus discuter les fondements, qui peut être contredit, mais pas contesté. Dans certaines démocraties modernes, la rapidité des réformes, la fragmentation des régimes d'exception, la dilution des principes créent un sentiment d'instabilité juridique. Et cette instabilité rend le droit vulnérable, on ne la respecte plus, on l'utilise. Orwell n'a pas seulement écrit un roman politique, il a conçu une dystopie juridique, où le procès n'est plus la quête du vrai, mais l'aveu obligatoire, où la peine ne sert pas à le réparer, mais à formater, où la règle est si floue qu'elle devient totale. Ce droit-là ne dit plus ce qui est permis ou interdit, il dit ce que le pouvoir veut qu'on croie. Il fonctionne par peur et non par devoir. Et le plus terrible, c'est que ce droit est accepté, intériorisé, aimé. L'adaptation de 1984 par Michael Radford, sortie en 1984, donne un visage à Winston Smith, à Julia et à O'Brien. Le spectateur ressent physiquement la peur, l'humiliation, l'absurde, mais le message d'Orwell dépasse son époque. Dans notre monde numérisé, interconnecté, exposé aux risques sanitaires, militaires et terroristes, la tentation est grande de céder un peu de liberté pour plus de sécurité. La tentation est grande de réduire le débat au silence, d'uniformiser la pensée. Orwell nous rappelle que le droit, lui aussi, peut être contaminé, que les lois, si elles ne sont pas débattues, comprises, contrôlées, peuvent devenir les instruments de ce qu'elles prétendent combattre. Et si le crime aujourd'hui, c'était de ne plus croire en la justice. Merci pour votre fidélité. C'était Il était une fois 1984 de George Orwell, quand le droit devient un outil de pouvoir.
cry, 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 cry.